La monnaie hélicoptère, c'est une nouvelle forme de création monétaire où la banque centrale décide de créer de la monnaie à partir de rien en la donnant directement aux gens, soit sur leur compte bancaire, soit par des billets que les gens viendraient retirer à la banque centrale. Ce terme de monnaie hélicoptère, c'est assez intéressant parce que ça renvoie au départ à des débats d'économistes monétaires assez farfelus, assez théoriques, et contre toute attente, je dirais, le créateur du terme s'appelle Milton Friedman, qui était un monétariste, c'est-à-dire que quelqu'un qui pensait vraiment ce qui est clair, c'est important, c'est la quantité de monnaie, la quantité de monnaie, la quantité de monnaie. Et donc cette vision monétariste, en disant que finalement ne compte que la quantité de monnaie, aujourd'hui elle est largement critiquée parce que c'est pas ce que dit la dynamique de l'inflation. Il peut y avoir beaucoup d'inflation ou peu d'inflation, et le lien avec la quantité de monnaie est beaucoup plus complexe. Mais donc c'est au départ ces économistes très monétaristes qui voulaient vraiment concentrer sur la seule quantité de monnaie, qui ont dit faisons l'expérience de penser qu'est-ce qui se passerait dans le monde si jamais on donnait de la monnaie par hélicoptère à chacun des personnes, à chacune des différentes personnes. Et c'était au départ une expérience de pensée, dans les années à peu près 60, qui aujourd'hui, avec l'évolution du système monétaire, avec le fait que tout le monde aujourd'hui ait des comptes en banque, que la monnaie de forme électronique, aujourd'hui l'infrastructure du système de paiement, mot très compliqué pour dire la façon dont on gère la création monétaire, rend cela possible. Donc 50 ans après, je dirais, ça a été créé par des monétaristes à une époque où on ne pouvait pas le faire, et aujourd'hui, c'est des outils qui sont utilisés pour gérer la demande, donc appelons ça plutôt keynésien, 50 ans après, alors qu'on peut le faire. Donc ça fait partie de ces grands mystères de l'évolution de la pensée monétaire, où des concepts parfois sont introduits à des endroits de la pensée et appliqués à d'autres fins, d'autres utilisations. Ça fait partie des grandes évolutions intéressantes de la pensée monétaire. La monnaie hélicoptère, c'est un concept qui est très visuel. On voit l'hélicoptère qui arrive, il y a dans des films, comme tu disais ça, l'hélicoptère qui arrive, et puis vous jetez de l'argent, et puis ça fait son effet, les gens prennent l'argent et vont le dépenser. L'idée, c'est quand une économie est à l'arrêt, quand elle est en détresse, il faut créer un choc. Et donc, alors après, c'est un peu visuel. On a rarement vu des vrais hélicoptères déversant du vrai argent sur les gens, à part dans certains films de gangsters repentis, ou si je me souviens bien, dans Le Cerveau, quand la statue de la liberté s'ouvre et que l'argent se répand. Mais c'est ce qui s'est passé aux États-Unis au moment du Covid. C'était très mis en scène, où tous les ménages américains ont reçu un chèque qui d'ailleurs avait été signé par Donald Trump lui-même. Alors, normalement, il n'est pas dépositaire de l'autorité monétaire, bon, c'est comme ça. Donc tout le monde a reçu un chèque, riche, pauvre, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez reçu, je ne sais plus combien, 1000 ou 2000 dollars par habitant. Ça, c'est de la monnaie hélicoptère. Et ça a marché. La réalité, c'est que ça a contribué à maintenir l'économie sur les rails, à tel point d'ailleurs que l'économie a continué sur sa lancée. Alors ça a eu un effet pervers, ça a créé de l'inflation. Parce que dans une économie qui était un peu à l'arrêt, où les gens ont eu beaucoup d'argent, ça a fait augmenter le prix de l'immobilier, ça a fait augmenter le prix d'un certain nombre de biens importés, etc. Le fait d'avoir accès à la monnaie, ça dit quelque chose sur votre passé. Donc c'est un dispositif de mémorisation. Pourquoi ? Parce que comment est-ce qu'on accède à la monnaie ? Soit on vend des actifs. Donc vendre des actifs, ça dit quelque chose. Soit on les a hérités, soit on les a acquis, mais ça dit quelque chose sur notre passé. On vend des actifs, on accède à la monnaie. On est salarié, on accède à la monnaie. Ou alors on a accès au crédit. Et le fait d'avoir accès au crédit, ça dit aussi quelque chose sur nous, puisqu'il y a une banque qui a regardé notre solvabilité, si on avait des garanties, etc. La monnaie hélicoptère, c'est une monnaie qu'on se procure par aucun de ces trois moyens usuels. C'est un peu comme si elle était jetée par la porte d'un hélicoptère et qu'elle nous tombait du ciel, comme ça, voilà, gratuitement. Et en fait, la monnaie hélicoptère, c'est un moyen, effectivement, de relancer la demande sans passer par l'intermédiaire des banques. Et en l'occurrence là, sans endettement, en réalité, puisque c'est de la monnaie. Vous ne contractez pas une dette.
Bon, cela étant, cette monnaie hélicoptère, ce serait un instrument de relance de l'économie en situation de crise bien plus efficace, a priori, que les opérations réalisées par les banques centrales pendant la crise financière ou pendant la crise sanitaire, quand elles ont acheté massivement des titres, parce que ça a fait énormément gonfler la sphère financière, ça a creusé les inégalités entre ceux qui possèdent des titres, qui ont un patrimoine financier et qui ont vu la valeur de ce patrimoine financier augmenter, ceux qui n'en possèdent pas. C'est aussi potentiellement ces opérations d'achat de titres un vecteur de crise financière. C'est-à-dire que c'est, comme ça a fait énormément gonfler la sphère financière, à un moment donné, cette énorme bulle peut éclater. La monnaie hélicoptère n'a pas ces inconvénients-là. La monnaie hélicoptère ne creuse pas les inégalités parce que elle est distribuée à tous. Par ailleurs, étant donné qu'elle est directement injectée dans l'économie réelle, a priori, ceux à qui on la donne vont pas aller acheter des titres financiers avec. La monnaie hélicoptère, c'est un instrument dont les banques centrales pourraient se saisir pour gérer de prochaines crises financières. Pourquoi on parle aujourd'hui de monnaie hélicoptère et ne serait-ce la simple question, comment est-ce possible de créer de la monnaie à partir de rien en le donnant aux gens? Ça vient du fait qu'aujourd'hui, depuis à peu près une cinquantaine d'années, la création monétaire n'est pas adossée sur un stock d'or ou un stock de dollars ou un stock de réserve de quoi que ce soit. La création monétaire, c'est la banque centrale qui décide d'elle-même quelle quantité de monnaie créer. Et ça rend possible cette monnaie hélicoptère. Donc c'est quelque chose qui paraît fabuleux. Pourquoi la banque centrale ne multiplierait pas les billets pour les donner aux individus ou à l'État? Pourquoi ne le fait-on pas dès aujourd'hui? En fait, la raison est la suivante. C'est que, cette monnaie hélicoptère, ça crée de la monnaie, mais si les gens, avec cette monnaie, veulent consommer plus, ils pourront se mettre à consommer plus, et c'est fort bien, mais ça peut créer de l'inflation. Donc la seule limite de la création monétaire par monnaie hélicoptère, si on donnait trop d'argent, ce serait de créer l'inflation qui, on l'a vu dans les derniers trimestres, et quand même, ça peut être quand même un souci assez important quand l'inflation est élevée. Les gens ne sont pas contents parce qu'on a un peu oublié cette question-là, que quand les prix augmentent de 10, 15%, les gens ne sont pas contents. Donc la monnaie hélicoptère, c'est une manière de relancer l'économie dans un monde où l'inflation est trop basse. Donc si l'inflation est basse, parce qu'il y a une crise financière, parce que l'économie va mal, parce que le chômage augmente, dans ces cas-là, les gens arrêtent de consommer. L'inflation devient très basse parce que les entreprises sont obligées de baisser leurs prix pour vendre aux consommateurs. Dans ces cas-là, la monnaie hélicoptère peut être un outil très puissant pour relancer l'économie en recréant de la consommation et recréant de la demande sans peser sur le budget de l'État, c'est-à-dire sans augmenter la dette publique. I must say we haven't really thought or talked about helicopter money. Is a very interesting concept that is now being discussed by academic economists and in various environments. And so but we haven't really studied yet the concept. Prima facie, it clearly involves complexities, both accounting-wise and legal-wise. Au fond, pourquoi ce serait la Banque centrale qui donnerait de l'argent aux gens? Pourquoi ce ne serait pas la Banque centrale qui donne de l'argent à l'État? Je donne de l'argent à l'État par mon hélicoptère, j'augmente le compte de l'État en donnant de l'argent à l'État, et l'État choisit par le débat parlementaire à qui il donne cet argent, soit c'est aux pauvres, soit c'est aux riches, soit c'est aux chômeurs, et on laisse l'État choisir à qui donner l'argent plutôt que la Banque centrale. Et on voit, et c'est très intéressant parce qu'on est au cœur d'une question soit monétaire, soit fiscale. Si la Banque centrale donne de l'argent à tout le monde, ça ressemble à une forme de politique fiscale. Pourquoi elle donnerait autant d'argent à moi qu'à quelqu'un de beaucoup plus pauvre? Donc elle devrait orienter la création monétaire vers quelqu'un de beaucoup plus pauvre. Et la Banque centrale, ce n'est pas son rôle de faire ça. C'est plutôt au rôle du Parlement et au pouvoir politique de savoir à qui donner de l'argent. Donc la critique la plus sérieuse, je dirais, de la monnaie hélicoptère,
C'est de dire, au fond, laissons le politique décider à qui donner cette nouvelle monnaie. C'est pas tant la création monétaire elle-même par monnaie hélicoptère que le choix de qui donner l'argent en fonction d'une vision légitime et absolument nécessaire d'une forme de justice sociale. On peut dire que les banques centrales participent au gouvernement de l'économie mondiale et d'une certaine manière gouvernent l'économie mondiale parce qu'elles déterminent les taux d'intérêt notamment, elles déterminent les conditions de liquidité, elles ont un pouvoir discrétionnaire considérable. On l'a vu par exemple au moment de la crise Covid, cette décision de mettre hors marché toute la dette qui avait été émise pour mettre les économies, par exemple, de la zone euro sous cloche, de continuer à payer les salaires, etc. La Banque centrale les a achetés, les a donc mis hors marché. Donc, elle transgresse complètement les logiques du marché pour assurer la continuité. Donc oui, voilà, d'une certaine manière, elle gouverne avec les budgets, puisque c'est le policy mixte, hein, la combinaison des politiques budgétaires et des politiques monétaires qui ont une grosse influence quand même sur les conditions macroéconomiques et donc sur le chômage, sur l'inflation, etc. Donc, effectivement, elle participe, je pense que c'est indéniable, au gouvernement du monde. Mais le paradoxe, c'est que c'est sur quelle légitimité elles le font. C'est-à-dire que la plupart des banques centrales aujourd'hui sont des banques centrales indépendantes. Ça n'a pas toujours été le cas historiquement. Il y a eu un mouvement vers l'indépendance des banques centrales où en une dizaine d'années, dans les années 90, la plupart des banques centrales ont adopté un statut d'indépendance. Statut d'indépendance qui leur donne un mandat qui est d'assurer une monnaie stable, donc une faible inflation, et le fait qu'elles sont indépendantes des pouvoirs politiques, c'est-à-dire elles n'ont pas à recevoir d'injonctions, quelles qu'elles soient, par les gouvernements. C'est vrai que le Conseil d'indépendance des banques centrales, qui est quelque chose qui se met en place essentiellement à partir de la réflexion des années 70 et qui se met en place dans les années 80, c'est bien l'idée que l'on veut protéger la monnaie de l'arbitraire d'un exécutif qui pourrait être tenté de dévaluer la monnaie pour des raisons de politique économique à court terme. Je dévalue la monnaie, donc c'est plus facile de gérer le chômage ou de gérer le mécontentement populaire. Mais si j'ai une banque centrale indépendante, je ne peux pas faire. Et c'est évidemment des problèmes ou des questions politiques qui se posent aujourd'hui. Alors, je dirais qu'en Europe, la question se pose assez peu, puisqu'on a une banque centrale européenne. Donc, il n'y a pas d'autorité souveraine qui peut prétendre gérer la banque centrale européenne, sauf si un jour le Parlement européen avait suffisamment de puissance pour pouvoir le faire, mais on n'en est pas du tout là. Par contre, aux États-Unis, l'indépendance de la Réserve fédérale, c'est un texte de loi. In our statute, we're not removable except for cause. We serve very long terms, seemingly endless terms. So we're protected in the law. So, Congress could change that law, but I don't think there's any danger of that. Fed independence has pretty broad support across both political parties and in both sides of the Hill. So I think that's not a problem. Und Zentralbanken verstehen wir ja als unabhängig. Les banques centrales sont aujourd'hui indépendantes, totalement isolées du processus électoral d'un pays. Das heißt, eine Zentralbank ist wirklich Une banque centrale est indépendante, c'est une pièce autonome de l'édifice étatique. On peut se demander si c'est bien. Si on se dit que le pouvoir étatique doit être démocratiquement légitimé, pourquoi soudain apparaît une structure comme la Banque centrale qui n'a aucune légitimité démocratique ? Aucun de ceux qui travaillent dans la Banque centrale n'a été élu, ni ceux qui actionnent les mécanismes de prise de décision, ni ceux qui décident dans les différents comités, ni ceux qui gouvernent les banques centrales. La Banque centrale européenne remplit les missions qui sont inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On lui a confié la mission
d'arriver à maintenir l'inflation autour d'un niveau de 2%. Et d'ailleurs, on ne l'inscrit pas aussi précisément que ça dans le traité, mais on demande à la Banque centrale d'assurer la stabilité des prix. Ensuite, la Banque centrale a une indépendance opérationnelle, c'est-à-dire que c'est elle qui va définir la stratégie de politique monétaire lui permettant de remplir ses missions. D'une certaine manière, cette indépendance opérationnelle de la Banque centrale est protectrice, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à suivre des injonctions du pouvoir politique pour conduire sa politique monétaire. Bon, cela étant, on aurait aussi besoin, sans doute, que Banque centrale et pouvoir politique puissent, à certains moments, mieux se coordonner. Par exemple, dans la gestion des crises financières, sanitaires, mais également face à la crise écologique. C'est-à-dire qu'il serait tout à fait appréciable, face à la crise écologique, que les États investissent davantage dans la transition. Alors éventuellement pour cela, ils pourraient emprunter sur les marchés, ils pourraient essayer de s'entendre avec la Banque centrale pour qu'elle sécurise ses emprunts, pour qu'elle achète aux investisseurs qui le souhaitent les titres d'emprunt des États. Ça exigerait davantage de coordination. Central banks Les banques centrales exercent un pouvoir budgétaire sur les gouvernements. Comme c'est compliqué, les banques centrales s'imposent par la technique. Elles sont présentées par les conservateurs comme des institutions technocratiques qui ne prennent pas de décisions politiques, dont le seul rôle est d'assurer la stabilité des prix, les gouvernements restant libres de leur choix. Mon opinion est que depuis les années 1980, les banques centrales ont été rendues indépendantes parce que c'est ainsi que le néolibéralisme imagine une économie gouvernée par le marché, une économie qui réduit la place de l'État dans les activités économiques, qui repousse l'idée d'entreprise appartenant à l'État, qui réduit l'État-providence et l'offre de services publics. Les banques centrales sont fondamentales pour ce système. Donc ça devient un pouvoir vraiment technocratique, qui n'est pas un pouvoir politique, un pouvoir... Bon. Et or, en fait, avec la crise financière, très vite, on s'est rendu compte que les banques centrales, elles ont complètement débordé, en fait, dans leur action de ce mandat très étroit qui leur était donné de préserver la valeur de la monnaie. Elles ont maintenu le système financier à flot. La BCE a fait partie de la Troïka, quand même, avec le FMI et la Commission européenne au moment de la crise grecque. Au moment de l'invasion en Ukraine, les banques centrales gèlent les avoirs de la Banque centrale russe. Et tout ça, c'est des banques centrales indépendantes. Donc déjà, le gel des avoirs de la Banque centrale russe, c'est sur injonction des politiques, ce qui pose quand même problème. Et donc, comment est-ce qu'elles se sortent de ça, en fait? Elles se sortent de ça par une technicisation croissante, en fait, le pouvoir de l'expertise. Donc, elles fondent la légitimité de leur action sur l'expertise, sachant que c'est une expertise très particulière. C'est vraiment l'expertise du monde de la finance. Quand on regarde la sociologie et d'où viennent les banquiers centraux, ils viennent souvent soit des trésors publics, mais souvent du monde de la finance. Dans tous les débats sur l'indépendance des banques centrales, il est certain qu'on se préoccupe beaucoup plus de l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques que vis-à-vis des pouvoirs financiers. Lorsque les banquiers centraux sont d'anciens banquiers, d'anciens financiers, sont-ils vraiment à même de remplir la fonction de stabilité financière, la mission de stabilité financière qu'on leur confie? Ça change complètement, en fait, leurs incitations, c'est-à-dire qu'ils sont imprégnés à ce moment-là de la culture du système financier. Il y a une forme de capture qui opère et qui fait que l'intérêt du secteur bancaire et financier
est beaucoup plus présent dans la conduite de la politique monétaire, dans les opérations qui ont trait à la régulation financière. Donc l'intérêt du secteur bancaire et financier est au fond beaucoup plus présent que l'intérêt général. L'idée qui est parfois avancée que les banques centrales sont dans la main des marchés financiers, ça, j'y crois pas. Mais pas du tout. L'idée qu'elles prennent en compte ce qui se passe sur les marchés financiers, la réponse, évidemment, oui, c'est un élément très majeur. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent entre les banques centrales et les marchés financiers. C'est un petit peu un jeu où les marchés financiers font pression sur les banques centrales pour qu'elles aillent en telle ou telle direction, et les banques centrales essaient de faire passer des messages les plus précis possibles aux marchés financiers pour qu'ils intègrent dans leurs anticipations le fait qu'elles vont se comporter de telle ou telle manière. Ils partagent une vision du monde, disons, une vision d'un monde qui est financiarisé. Et même quand ils prennent des décisions qui, par exemple, seraient des décisions de verdissement de la politique monétaire. Le problème, c'est qui prend la décision. Quand vous regardez les membres du directoire, est-ce que vraiment ils sont capables d'évaluer ce que sont les risques financiers d'origine climatique? Je veux dire, si on voulait préserver l'indépendance des banques centrales, mais fonder légitimement un certain nombre de ces actions, il faudrait créer de la démocratie interne aux banques centrales. Et à ce moment-là, avoir de la diversité à l'intérieur même des boards. Pourquoi pas mettre des représentants des syndicats à l'intérieur des boards? Pourquoi ne pas mettre des climatologues? Quand on parle d'alignement des flux financiers pour la transition climatique, encore faut-il avoir quelqu'un qui est capable de challenger les décisions qui se prennent en disant « Oui, mais attention, si on va vers un monde à plus 3 degrés, voilà ce qui va se passer, voilà les tipping points. Voilà. » Donc, vous voyez, la démocratie, c'est l'organisation du débat, de la contradiction de manière pacifiée, organisée et de manière à pouvoir faire des compromis. Si on considère donc cette dimension nécessairement politique des monnaies, on peut considérer de manière plus large que l'indépendance des banques centrales est un leurre, car c'est dans la nature de la monnaie de soutenir un programme politique. Et on pourrait même dire que l'indépendance des banques centrales est un programme politique. C'est-à-dire, on dit qu'on les sépare du politique. Non, on met en évidence, on met en place une certaine politique, qui est la politique des règles, donc, disons, d'inspiration libérale, qui est une politique des règles. La dépolitisation est une politique, n'est-ce pas? On n'y échappe pas.